Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirais pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la dernière collection, on vous parlait de la trajectoire sombre de Walter White, le père de famille devenu baron de la drogue, dans la série Breaking Bad. Aujourd'hui, changement de ton, on va encore parler de famille, mais dans un registre bien plus léger. Ils sont jaunes, ils habitent Springfield, ils incarnent la classe moyenne américaine et après 32 ans à l'écran, ils n'ont pas pris une ride. C'est parti pour une nouvelle collection de 4 épisodes consacrés aux Simpsons. Pour passer cette série culte sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors, les Simpsons, c'est d'abord Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, les 5 membres d'une famille américaine que le public découvre pour la première fois le 19 avril 1987 sur la Fox. À l'époque, le programme est une simple pastille de quelques minutes intégrée à l'émission The Tracy Ullman Show, mais le spectateur apprécie déjà, au point que 3 saisons plus tard, la chaîne décide de consacrer une véritable série à ses personnages. 14 épisodes de 22 minutes sont commandés à Matt Groening. Le premier est diffusé le 17 décembre 1989 et c'est le début des Simpsons tels qu'on les connaît. Diffusée en prime time, la série connaît un succès presque immédiat. Dès 1990, les Simpsons font la couverture de plusieurs magazines et les produits dérivés envahissent les magasins. Rapidement, la série s'exporte au Canada, au Mexique, puis traverse l'Atlantique. En France, c'est Canal+ qui achète les droits de diffusion. Et le 15 décembre 1990, à 19h, le public français fait connaissance avec cette famille aussi attachante qu'irrévérencieuse. 32 ans et 706 épisodes plus tard, les Simpsons sont connus dans le monde entier. Ils ont le droit à leur propre étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood et certaines de leurs expressions sont même entrées dans le dictionnaire, comme le célèbre « dos » d'Homer. La série récolte aussi des dizaines de récompenses, dont 34 Emmy Awards. Enfin, dans son numéro du 31 décembre 1999, le Time Magazine la désigne comme la meilleure série télévisée du XXe siècle. Oui, mais l'âge d'or de la série semble bien loin aujourd'hui. En 2001, à son apogée, elle rassemble en moyenne 14,7 millions d'Américains devant leur poste chaque semaine. Puis le déclin commence et les audiences s'effritent un peu plus chaque année. En 2021, le nombre moyen de téléspectateurs passe pour la première fois sous la barre symbolique du million, ce qui n'empêche pas les Simpsons d'être la série d'animation la plus regardée pendant le premier confinement. Et malgré cette perte de vitesse, la série n'a pas encore signé son arrêt de mort. En mars de cette année, on a appris qu'elle était renouvelée pour 2 saisons de plus, où chaque épisode commencera invariablement par ceci. Donc du coup, ce générique signé Danny Elfman, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, ça m'évoque les débuts de carrière, de grande carrière de Danny Elfman, qui on l'oublie un peu souvent, vient de milieux un peu underground. Hein, il avait un groupe punk qui s'appelait Oingo Boingo, dont je vous invite à aller voir les vidéos un peu déjantées. Et à l'époque, il avait bossé pour une série pour enfants, un peu dégénérée, qui était le Pee-wee's Playhouse, donc qui était voilà un truc un peu entre le truc
ouvertement pour môme, très mignon, plein de couleurs, et en même temps bourré d'un second degré assez parfois presque malsain. Et c'est l'époque où il fréquente des gens comme Tim Burton, avec lesquels il fera le début fulgurant de carrière, notamment donc Beetlejuice et Batman, qui va vraiment le propulser. Donc c'est pas, on n'est pas allé chercher un compositeur bien installé à la télévision américaine. On est allé chercher quelqu'un qui déjà incarne un aspect burlesque, mais burlesque au sens allemand du terme, au sens théâtre berlinois des années 30. Et d'ailleurs, ça s'entend un peu dans la rythmique, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans quelque chose de connu, une espèce de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, presque une rythmique de bossa nova tranquille, quoi. Mais en même temps, il y a la ligne mélodique, elle est complètement en rupture tout le temps. Elle va pas au bout. On pense que ça va aller jusqu'à la fin de la mélodie, hein, et ça s'arrête brutalement pour reprendre, etc. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un thème qui est assez difficile à chantonner, celui des Simpsons. Et donc, Elfman a composé ça en 2 jours, je crois. Ouais, c'est ça, 3 jours. Ouais. Et ça reste son thème le plus connu sur une carrière qui pourtant est chargée de thèmes ultra connus. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est la forme même du générique, puisque de son propre aveu, Matt Groening ne regardait plus la télé à l'époque déjà, et il n'avait pas idée que les génériques étaient censés être plus courts. Donc et parce que c'est quand même un truc assez long, et on suit le parcours de Bart de l'école jusqu'à sa maison, et donc on nous présente toute la ville de Springfield et ses habitants, etc. Mais en même temps, les animateurs ont trouvé que c'était très pratique d'avoir ce générique long, parce que du coup ils pouvaient couper dedans selon la durée des épisodes, parce qu'à chaque fois il faut timer, voilà. Et ça sert de variable d'ajustement. Exactement, voilà. Et pour pas que le public ait l'impression à chaque fois de devoir attendre les mêmes 3 minutes sur les mêmes gags, il y a eu cette idée fameuse, effectivement, d'avoir 2 petits passages qui changeraient à chaque épisode, qui sont donc le gag du tableau au début, ce que Bart est en train d'écrire pour sa punition à l'école, et bien sûr le célèbre gag du canapé qui va donner lieu à toute une série fabuleuse de variations, jusqu'à faire appel parfois à des animateurs extérieurs à la série pour le faire. Tout à fait, il y a eu des artistes invités, c'est assez récent, mais il y a Banksy notamment qui a ouvert le bal dans la saison 22. Et puis il y a aussi des gags du canapé signés Guillermo del Toro, ou encore Sylvain Chomet. Il est assez incroyable, celui-là. Les triplettes de Belleville. Et alors, il y a un 3e gag qui varie aussi d'un épisode à l'autre, qui est peut-être moins prononcé, mais c'est la sortie de Lisa de la salle de musique, où elle a eu des dizaines d'instruments de musique différents, sur des airs différents. Là aussi, il y a des variations. Avec une impro, en fait. Elle a une impro musicale qui est assez marrante. Moi, le truc avec le générique, ce que j'ai bien aimé à l'époque, en fait, quand j'ai découvert la série, c'était effectivement le fait que ce soit Elfman qui l'ait composé, parce que pour moi, c'était synonyme de quelque chose de différent. À cette époque-là, Elfman, c'était ça pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, je le connaissais effectivement à travers Beetlejuice et Batman, parce que j'étais assez jeune quand ça a commencé la série, j'avais 14 ans. Et en gros, tu savais que tu allais voir quelque chose de complètement différent parce qu'Elfman était associé à ça. Et c'était quelque chose que lui-même cherchait. C'est-à-dire qu'il avait ce côté guest, en fait, pour aller... Par exemple, il a composé le thème principal de l'Armée des Ténèbres de Sam Raimi, Evil Dead 3, mais c'est que le thème. C'est-à-dire, c'est la marche des morts. En fait, tout le reste, c'était Joe Luduca. Voilà, qui était le compositeur des 2 premiers films. Et en fait, c'était tu sentais qu'il y allait par une envie totale, en fait, de faire ça. Et les Simpsons, c'est ce que je me suis dit à cette époque-là. Je me suis dit, vous voulez faire ça parce que ça ressemble pas à un show télé, en fait, comme on pouvait en avoir à l'époque. Et tout bêtement, c'était presque une caution, en fait, artistique d'avoir Elfman à ce moment-là, quoi. C'est tout à fait... On aurait, effectivement, t'as raison, on n'aurait pas vu à l'époque Danny Elfman aller bosser au Cosby Show, par exemple, qui était le concurrent direct des Simpsons. C'est vrai que son nom était associé, comme je le disais, finalement, à un esprit. Alors, j'ai utilisé le mot punk, qui n'est pas forcément peut-être le plus approprié, mais en tout cas, quelque chose de décalé. Et ce caractère décalé des Simpsons, à l'origine, effectivement, il est très important dans leur identité, et la raison aussi pour laquelle ça va être un succès, parce que pour les Américains, comme pour le reste du public dans le monde, il n'y a rien qui ressemble à cette série au moment où elle arrive. Tout à fait. Alors, ce morceau, il a reçu de nombreux prix, comme le National Music Award du thème favori, encore des BMI TV Awards en 96, 98 et 2003. Le générique n'a pas changé entre 89 et 2009,
Puis il a subi un petit lifting HD en 2009, mais le script reste le même, effectivement. Et puis la musique, elle a été réarrangée en début de saison 3 par Alf Clausen. Oui. On reparlera peut-être de lui, ou on peut peut-être l'aborder maintenant. Alf Clausen, c'est en gros le compositeur en fait officiel des Simpsons, puisque évidemment Elfman n'était là que pour signer le générique, mais il faut quand même quelqu'un pour s'occuper d'une charge musicale assez importante, hein, parce qu'il y a beaucoup à la fois d'underscoring, c'est-à-dire donc de musique d'ambiance, d'atmosphère, etc. Il n'y a pas tellement de banque de sons dans les Simpsons, au sens où dans d'autres séries ils vont réutiliser un peu les mêmes boucles qu'ils ont déjà par le passé. C'est pas tellement le cas sur les Simpsons, donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi tous les délires autour de la musique, parce qu'on joue beaucoup de musique dans les Simpsons, il y a des groupes qui sont invités, on va à l'opéra, on va voir des comédies musicales à Broadway, et à chaque fois c'est Alf Clausen qui s'en charge. Il y a un épisode fameux dans lequel Marge est censée reprendre la comédie musicale Un tramway nommé Désir, par exemple, et Clausen s'en est donné à cœur joie. Il a vraiment recomposé des morceaux. Il y a Dr Zaius. Dr Zaius, voilà, la planète des singes en version de techno-disco. Voilà. Et du coup, il y a des albums qui sont sortis et qui regroupent comme ça pas mal des créations originales d'Alf Clausen sur le show. Et puis, les Simpsons, le thème du générique, c'est aussi un single qui est sorti. C'est le groupe, on parlait de punk, le groupe de punk rock Green Day, qui a sorti en 2007 cette adaptation du thème d'ouverture de la série. Alors, ce thème, donc, ça fait 32 ans qu'on l'entend, 32 ans que la série est diffusée. En juillet 2009, les Simpsons sont entrés dans le livre Guinness des records en tant que sitcom ayant été le plus longtemps diffusé au monde. La série passe ainsi devant The Adventure of Ozzie and Harriet. 32 ans qu'elle nous accompagne. On a grandi avec, on a vieilli avec. On va revenir peut-être d'abord sur les tout débuts. Donc, on a mentionné tout à l'heure le tracé Ullman Show. Les personnages donc ont été dessinés assez grossièrement. C'est pas forcément ce à quoi Matt Groening s'attendait au départ. Oui, effectivement. Déjà, le style de Groening, il est très ancré dans le comic book. Le terme underground n'était pas forcément adapté, mais enfin il y a toute une tradition qui descend de Robert Crumb en fait, du comic book à destination des adultes, mais en même temps qui singe les formes arrondies du comic book pour enfants. Du comic strip, tu veux dire? Oui, c'est ça, du comic strip, merci. Et du coup, les BD de Matt Groening sont des BD ultra dépressives. Enfin, le titre de sa BD phare, c'était Life in Hell, quoi. Voilà, c'est quand même un peu toutes les idées tarées qui peuvent passer dans la tête d'un dépressif notoire. Et le style graphique est adapté bien sûr à ça. Et donc quand il dessine ce qui va servir plus ou moins de storyboard pour le tracé Ullman Show, lui il est convaincu que les animateurs vont nettoyer son dessin, que c'est que des croquis qu'il a fait. Mais en fait non. Eux, c'est des gars qui ont été formés à CalArts, le California Institute of the Arts, qui est en gros l'école Disney qui forme l'essentiel des animateurs à l'époque aux États-Unis, et ils sont rompus à toutes les techniques, y compris celle qui consiste à mal dessiner entre guillemets. Et donc ça leur plaît en fait ce style mal foutu de Matt Groening, ça leur plaît et ils vont le conserver. Et quand il va voir le dessin animé à la télévision, il va flipper parce qu'il va se dire mais mon Dieu, comment les gens peuvent accepter de regarder un truc aussi dégueulasse, quoi, parce qu'ils ont vraiment gardé le côté grossier avec des traits qui partent dans tous les sens, etc. Le coloriste, j'ai plus son nom, qui a cette idée complètement dingo de les mettre en jaune, par exemple. Enfin voilà, on est voilà. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, toutes les chaînes, notamment câblées, tout ça, qui essaient de se faire un nom et une place. Et donc, en général, on se fait un nom et une place en allant chercher un peu dans la marge. Faut avancer l'idée justement du cartoon un peu dégueu. C'est le cas notamment de la chaîne MTV, qui à l'époque est vraiment en train d'exploser, et qui a une émission qui s'appelle Liquid TV, dans laquelle il passe des tas de dessins animés graveleux à destination des ados adultes. Donc, et la façon de dire que c'est pas pour les enfants, c'est d'avoir justement ce graphisme hyper pourri, hyper agressif, et souvent très expérimental. Et en fait, il y a un peu de ça
dans les cartoons Simpson du Tracy Ullman Show. En tout cas, c'est comme ça que le public l'appréhende. Le simple fait que ce soit justement mal dessiné fait que, donc c'est pas complètement pour les gosses. Donc ça a été important, ce caractère un peu dégueu au début. Et il y a aussi le truc, c'est que quand ils sont passés justement à la série principale, il y a eu aussi le questionnement en fait des voix qu'ils ont utilisées et du dessin. Et en fait, ils ont commencé à enregistrer les voix d'abord et ont eu les dessins bien après, parce que les dessins ont été réarrangés, etc. On voit bien que c'est différent, quoi. C'est la même famille, mais c'est pas tout à fait la même famille entre le Tracy Ullman Show et les Simpsons. Et d'ailleurs, même les tout premiers épisodes des Simpsons, quand tu vois ce que ça donne et par rapport à ce qu'ils font maintenant, c'est complètement différent. Enfin, c'est pas complètement différent aussi, mais on voit qu'il y a un changement, quoi. On les reconnaît, mais c'est différent. Et ils ont eu un gros coup de stress parce que, en gros, le style en fait de Groening, c'est un style de forme en fait, c'est-à-dire que en gros les yeux, ils ont des gros yeux arrondis, les cheveux d'Homer, c'est 3 traits en fait, si tu veux, sur le caillou, quoi, avec le truc derrière, et en fait c'est un M et un G. Ah ouais. Le M, initiales de Groening, les cheveux cachés sur les côtés, c'est le M de Matt, et l'oreille G, c'est Groening. Et en fait, c'est James L. Brooks qui expliquait, le producteur, que en fait, quand ils ont reçu les premiers retours, quoi, 6 mois après l'enregistrement des voix, et en fait qu'ils avaient une habitude des voix des personnages, ils se sont rendus compte que ça collait pas, parce que justement les yeux avaient été un peu plus plissés, un peu plus machin, et en fait, en gros, ils ont appelé la chaîne, ils leur ont dit, il faut repousser, en fait, on peut pas, on va avoir une catastrophe, en fait, ça fonctionne plus. Et je pense que ce style-là aussi, c'est ce qui permettait aux personnages d'aller un petit peu plus loin, parce que justement, ils ont un côté pas cute, forcément pas mignon en sens mais un côté affable qui pouvait se permettre à l'époque du coup d'aller un petit peu plus loin dans ce que ça racontait, tout en ayant un style visuel un peu simple en fait, c'est-à-dire la peau jaune, les yeux ronds, la choucroute de marche, c'est un grand truc qui évoque en gros la fiancée de Frankenstein, mais ils le disent pas forcément, voilà. Donc en fait il y a tout un tas de trucs comme ça, des formes assez simples, assez faciles à appréhender, pour un fond finalement un petit peu plus critique que ce qu'on pouvait voir à l'époque en dessin animé, quoi. C'est vrai que la série est d'un genre nouveau, hein. C'était quand même rare à l'époque de voir une série qui racontait la vie d'une famille qui n'est pas vraiment futée, à qui il arrive des tas de galères. On avait des sitcoms familiales, mais qui montraient des familles beaucoup plus propres sur elles, beaucoup plus lisses, avec des petites histoires et des enjeux pas... C'était pas des familles dysfonctionnelles en tout cas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'optimisme dans les Simpsons et dès la première saison, mais par contre on ne cache jamais le fait que c'est quand même la loose, quoi. Le monde ne leur réussit pas. Ils ont des conflits avec tout le monde, ils sont tout le temps en manque d'argent, ils se disputent entre eux, Homer passe la moitié de son temps à étrangler son fils, donc bon... voilà, on est dans de la famille dysfonctionnelle. Mais clairement. Et il y a un épisode qui arrive très vite dès la première saison, qui est Simpsonothérapie. Donc où ils vont faire cette thérapie expérimentale où on met tout le monde sur des chaises électriques, et en fait chaque membre de la famille peut électrocuter un autre membre, etc. C'est censé apprendre à une famille à marcher ensemble. Et évidemment avec les Simpsons, ils en profitent pour ils s'envoient des décharges non-stop jusqu'à péter l'électricité dans toute la ville, en fait, quoi. Et c'est dès le début une façon aussi pour les gens, pour les scénaristes, de nous faire comprendre, on va pas vous faire croire que ces gens vont aller mieux par la suite, en fait. En fait, on dit souvent qu'à l'époque, en tout cas, on citait souvent les Flintstones ou les Pierres à Feu, donc en français, ou les Jetsons, qu'on connaissait moins en fait en France, pour dire voilà, c'est une nouvelle forme de dessin animé, mais qui s'inspire de ça. Et c'est pas du tout la source d'inspiration de Matt Groening, mais alors pas du tout. Déjà, il faut peut-être préciser ça. C'est connu, hein, mais c'est bien de le rappeler dans un épisode sur les Simpsons. C'est très personnel, les Simpsons, en fait, pour Matt Groening. C'est Marge, non, c'est Lisa et Maggie, c'est les noms de ses sœurs déjà. Oui, Marge c'est le nom de sa mère, voilà. Margaret. Et Homer c'est le nom de son père. Et lui-même racontait qu'à l'époque, ce qui était assez marrant, c'est que il avait 2 frères qui n'étaient pas cités dans les Simpsons, et il savait pas si il lui en voulait plus de pas les avoir cités que de les avoir cités en fait dans les trucs, parce que comme c'est devenu un énorme succès les Simpsons, bah forcément Homer c'est devenu un espèce de synonyme de crétin.
et Bart de jeunes, comment dire... Bart, il l'avait choisi pour l'anagramme de Brat. C'est un peu un sale gosse, quoi. Un sale gosse, ouais. Voilà. Et donc, du coup, et apparemment, il a appelé un de ses fils Homer. Ouais. Pour rattraper le karma, je crois, un truc comme ça, quoi. Donc, donc c'est très, très personnel. Et c'est très personnel aussi dans la démarche, en fait. C'est-à-dire de ce que ça raconte, parce que quand il était jeune, Matt Groening, en fait, il a grandi avec la télévision. Et il a grandi avec un père qui était cartooniste. C'est-à-dire, il dessinait, en fait. Et du coup, il n'a pas eu une enfance normale, on va dire, d'Américain moyen. Il a grandi, en fait, dans une grosse émulsion créatrice, en fait. Et en fait, il se posait déjà beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'il attendait énormément certaines séries. Par exemple, il a découvert Denis la Malice, en fait, quand c'est arrivé. Et il s'est dit, enfin, un gamin qui fout le bordel, ça va être génial. Et en fait, il a été extrêmement déçu, déjà dès son plus jeune âge, par le fait qu'il avait beau avoir, par exemple, une fronde, le personnage, il faisait jamais rien de bordélique parce que c'était la télé américaine et que c'était très, très policé, quoi. Mais d'ailleurs, il y a un épisode où Bart rencontre Denis la Malice qui a vieilli et qui dit « Oh là là, j'ai caché le chapeau de mon père, quelle bêtise !» Voilà, c'est ça. Et il se moque de ce genre de truc, comme il va faire d'ailleurs sur beaucoup de choses sur la pop culture. Et en gros, on comprend que dans son esprit, Matt Groening s'est dit, si je passe à la télé, si je fais quelque chose, parce que c'est ce qu'il voulait faire, on lui reprochait en fait de passer son temps à regarder la télé, donc il s'est dit, faut que je, puisse faire en sorte que ça ne sert pas à rien, et que j'en fasse mon métier, ma vie, quelque chose, en fait, que je puisse le recycler, en fait, tout ce que j'amalgame là, tout ce que j'absorbe. Et en fait, voilà, il a fait avec Bart, en fait, une version de Denis la Malice qu'il voulait, lui, justement, avoir, en fait, à la télé, quoi, qu'il aurait aimé avoir quand il avait 10 ans et qu'il a découvert le show. Donc il y a tout un truc comme ça qui est très personnel. Par exemple, c'est un énorme fan de Frank Zappa. Il a grandi en fait avec Frank Zappa et il a grandi avec cette idée d'avoir un créateur en fait artistique. Là, c'est un musicien en l'occurrence, mais qui pouvait en fait aller chercher tous les les genres différents, se nourrir de tous ces genres-là, que ce soit le blues, que ce soit le rock, que ce soit la musique classique en fait, et les intégrer en fait dans sa création musicale. Et les Simpsons, c'est pas forcément ça à proprement parler en termes de dessin animé, mais par contre c'est une approche multiculturelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand tu regardes les Simpsons, on parlait de l'apport de Alf Clausen, mais il n'y a pas seulement que l'idée de citer par exemple Dr Zaius, il y a aussi l'idée de citer Hitchcock et le style en fait d'Hitchcock et ce genre de choses, et par exemple en fait de le parodier, de se dire les gens, avoir confiance dans le fait que les gens vont comprendre l'aspect méta presque en fait de la façon dont c'est filmé, de la façon dont ça raconte, quoi. Il y a effectivement une partie du public dont on sait qu'il va comprendre la référence, mais aussi, et c'est intéressant, une partie qui n'aura pas la référence, mais qui par contre fonctionnera parce que ce à quoi tu fais référence fonctionne. Quand il parodie Martin Scorsese dans un épisode, par exemple, tout le public de l'époque n'a pas vu Les Affranchis. Mais c'est pas grave, parce que la dynamique de l'épisode, elle fonctionne justement, parce que le truc de Scorsese est suffisamment bien pensé et bien fait pour que ça puisse s'adapter à n'importe quel public, en fait. Donc c'est aussi intéressant pour ça, parce qu'il y a eu des passages où ils ont été un peu trop référentiels, justement, en oubliant l'efficacité narrative proprement dite. Il y a un point qui est important aussi dans la négociation du contrat de James L. Brooks avec Fox. Il faut savoir que la chaîne Fox, à l'époque, elle débute. Et Les Simpsons va être son premier vrai carton. Mais qui dit qu'elle débute, dit qu'elle a besoin de visibilité. Et là aussi, encore une fois, pour chercher de la visibilité, c'est bien d'avoir un truc qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc, le contrat des Simpsons prévoit que la Fox ne se mêlera jamais du processus créatif. Et ça, à la télévision américaine, c'est vraiment pas rien, quoi. Et ils vont vraiment s'en servir, notamment le pool de scénaristes de ça pour justement pousser au plus loin, en fait. Oui, d'ailleurs, ça va atteindre des niveaux où à un moment, dans la série, Fox News est dépeinte comme le méchant, la méchante chaîne de télé. Parce qu'évidemment, au milieu des années 90, Fox News va devenir la chaîne leader en gros du Parti républicain aux États-Unis, alors que la série des Simpsons, elle est faite à 99% par des libéraux, quoi. Il y a un libertarien dans l'équipe de scénaristes qui est John Schwartzwelder, mais déjà les libertariens sont pas des républicains, c'est un peu des anarchistes de droite, on va dire, quoi. Mais c'est lui qui a
qui va un peu contrebalancer en fait le reste du pool. Tous les gags un peu anti-gauche qu'on peut avoir dans les Simpsons généralement viennent de lui. Et je crois qu'ils l'ont gardé justement pour être sûr de pas devenir insupportable par leur gauchisme. Mais effectivement, je sais pas, je pense qu'on reviendra sur l'histoire avec Bush par exemple. Le conflit entre les Simpsons et le président Bush, la Fox, elle n'était pas très très contente de ce qui s'était passé à ce moment-là, parce que donc on rappelle, le président Bush a littéralement désigné les Simpsons comme ce vers quoi l'Amérique ne devait pas tendre. Et donc dans son discours, il disait, je crois que la phrase c'était nous ferons en sorte que la famille américaine devienne plus les Walton et surtout pas les Simpsons. En réponse à ça, dans un épisode, on entend le discours de Bush à la télé, et t'as Bart qui dit mais nous, on est comme les Walton, on attend la fin de la dépression. Voilà. Et ensuite, les scénaristes se sont mis ensemble pour écrire une lettre à Barbara Bush, qui avait été extrêmement critique vis-à-vis de la série, une lettre signée Marge Simpson. En fait, c'était Marge qui prenait la défense de sa famille en disant, en gros, je sais qu'on est une famille de losers, mais croyez-nous, on fait vraiment ce qu'on peut pour être de bons Américains. Et du coup, Barbara Bush a répondu, en gros, en faisant une espèce de mea culpa. Mais bon, je subodore qu'il y a eu aussi un petit jeu de promo entre les deux, quoi. C'était bien pour les Bush de se positionner là-dessus vis-à-vis de leur électorat. C'était bien pour les Simpsons de montrer qu'ils n'étaient pas du côté du pouvoir. Voilà, donc. Ouais, et puis c'est une démonstration par, on va dire, l'histoire de la série, que c'était une série qui, pas forcément dérangeait, puisque c'était un énorme succès, mais qui, en tout cas, ne plaisait pas forcément à tout le monde. Et c'était son gros atout à cette époque-là. C'est-à-dire que vraiment, il y avait cette idée que en fait, tout bêtement, tu peux pas citer les Pierres à Feu, parce que dans les Pierres à Feu, il n'y a pas de référence sexuelle, par exemple, dans le couple de principal. Ou alors, c'est vraiment très, très larvé, quoi. Et c'est un petit bisou quelque part. Et là, en fait, c'est des trucs où ça a des épisodes qui se terminent entièrement sur le fait que Homer rentre voir sa femme et en fait, la soulève et l'emmène dans le lit, quoi. Et il le dit ouvertement. Il y en a plein des épisodes qui se terminent comme ça. Et à l'époque, tu dis, dans un dessin animé, au début des années 90, c'était pas du tout fréquent, en fait, d'avoir voilà, tout simplement et quelque part, ils sont beaux être dysfonctionnels, il y avait quelque chose de sain, en fait, dans la façon de montrer ces choses-là, en fait, dans un dessin animé, parce que, le papa et la maman, voilà, ils sont ensemble, ils font des choses, et en fait, voilà, et le gosse, il fout le bordel, et la jeune fille, elle essaye, tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, ce qui est génial avec le personnage de Lisa, c'est que c'est le personnage intelligent de la famille, et parce que c'est le personnage intelligent, elle est totalement ignorée par tout le monde, quoi. Et c'est ce qui la rend aussi attachante, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste une petite fille intelligente qui pourrait, au bout d'un moment, je sais pas, te casser les nerfs, quoi. Tu vois, c'est pas. Il y a ça aussi, il y a cette approche, en fait, extrêmement humaniste, finalement, en fait, qui est importante dans les Simpsons et qui est pas de l'ordre de ce que tu voyais justement comme sitcom, où tu as l'impression que, en fait, il y a une recherche de la normalité. Il y a conscience là que la normalité n'existe pas. Et que quand tu essayes d'être normal, c'est parce que tu cherches, en fait, ça, quelque part en toi, et que tu ne l'as pas, parce que c'est comme ça que ça marche, en fait. Et donc, ils ont beau être jaunes, habités dans une ville qui n'existe pas, on arrive beaucoup plus facilement à se projeter, à s'identifier à ces personnages-là. Mais alors, au-delà de la vie d'une famille normale, avec tous les défauts qu'elle peut avoir, qui est dépeinte, c'est une série qui représente en quelque sorte... une mini-société, parce que Springfield, la ville dans laquelle l'histoire se déroule, c'est un univers à part entière, avec ses médias, avec son église, et donc on voit une satire de la famille, mais une satire aussi justement des médias, de la religion. L'église dans la ville de Springfield a une place importante, et le personnage de Flanders est très religieux, et Amer qui est régulièrement chez les prostituées ou en train de récupérer des mallettes de fric. Voilà, les politiciens aussi sont dépeints dans la série, et on parlait dans un château gothique au sommet, voilà, frappé d'éclairs. Ouais. On parlait des remarques des Bush sur la série, mais de son côté, les Simpsons porte aussi un regard très critique sur la vie politique en général, à travers les personnages de politiciens de la ville,
qui sont manipulateurs. Et finalement, seulement de rares politiciens sont présentés comme honnêtes. C'est le cas de Barack Obama dans la saison 21, mais c'est vraiment un des seuls. Et ça arrive très très tard. Ouais, voilà. C'est pas forcément le... Je sais pas s'ils auraient fait un truc comme ça au début. Au début. Bill Clinton est apparu dans un épisode en train de jouer du saxophone et la première chose qu'un des personnages lui dit, je crois que c'est Mo qui lui dit, t'as pas autre chose à faire. C'est vrai c'est pas facile dans la série de faire des blagues sur l'actualité trop immédiate, puisqu'il y a un temps de production qui est assez long, hein, c'est 6 mois pour qu'un épisode sorte. Donc on peut pas traiter l'actualité direct comme le ferait South Park, par exemple. C'est une méthodologie dans South Park, c'est-à-dire que South Park, il y a ce qui se passe, et en fait, ils ont 7 jours pour faire l'épisode, donc en gros, ils ont la possibilité d'être immédiat et de le faire tout de suite, et en plus, c'est le fonctionnement de Trey Parker et Matt Stone, en fait, c'est leur volonté, voilà, mais sans les Simpsons, je pense que South Park n'existerait pas. C'est-à-dire que malgré le fait que c'était sur une chaîne câblée, etc., que c'est arrivé quand même aussi, pour le coup, 7 ou 8 ans après, sans les Simpsons, quelque chose comme South Park qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans le trash et ce qu'on veut, etc. L'humour vraiment... irrévérencieux. Ouais, et puis agressif, pour le coup, parce que c'est pas vraiment le cas des Simpsons, hein, c'est pas agressif, les Simpsons. Ça n'aurait pas existé sans les Simpsons. C'est pas possible, je pense. Au moment aussi où la série se lance, c'est-à-dire que quand il est décidé de faire passer cette série donc du Tracy Ullman Show à la chaîne, il y a une crainte quand même de la Fox de savoir si... Parce que les sketchs du Tracy Ullman Show, en gros, c'est un gag. Ça dure à chaque fois, c'est des pastilles qui durent vraiment 2-3 minutes maximum. Exactement. Et c'est à ça que sont habitués aussi les spectateurs. On a parlé des Pierres à Feu tout à l'heure. Les Pierres à Feu, ça n'est qu'une série de gags les uns après les autres. Et donc, il y a la crainte de la Fox de se dire, mais est-ce que vraiment le public va rester une demi-heure devant un sitcom animé Et c'est un gros pari, hein, parce qu'à l'époque, à part les Pierres à Feu, il n'y a jamais eu aucun dessin animé qui a été diffusé en prime time. Parce qu'il n'y a eu aucun dessin animé de ce style qui, au fond, ne se repose pas sur les gags. Et ça, on le doit à un des créateur de la série, on peut le considérer comme un créateur de la série, qui est le scénariste Sam Simon, qui donc va diriger le pool de scénaristes des premières saisons, et qui lui est très très clair. L'écriture n'est pas basée sur les gags, c'est entièrement character driven, c'est-à-dire vraiment, en gros, on raconte une histoire. Il y a un développement des personnages et les gags vont venir naturellement s'intercaler dans ce fil. Donc en fait, on se retrouve dans une vraie structure de série live en fait, où on nous raconte une histoire qu'on suit d'un bout à l'autre. Et ça va... Voilà, le premier épisode qui va être diffusé, c'est celui de Noël, en fait, avec, où justement ils perdent un chien et donc ils se mettent en tête d'en trouver un autre. On pourrait retirer tous les gags de l'épisode et ça nous ferait un charmant conte de Noël sur une famille un peu de losers, quoi. Donc ça, c'est important parce que Sam Simon va vraiment tenir la barre là-dessus. Et il faudra attendre finalement assez longtemps, peut-être pas passer la saison 8, pour qu'on se retrouve avec des épisodes finalement un peu plus flemmards, où ça n'est qu'une série de gags. Ou alors ils vont se rabattre sur les épisodes Halloween, qui eux présentent des sketchs plus courts, donc dans lesquels il y a moins de développement peut-être scénaristique, et du coup plus de gags absurdes qui viennent se mettre les uns après les autres. Oui, et puis en plus il y a cette notion de toute façon d'aborder ça de façon... c'est-à-dire à part le pipeline de production pur et dur... James L. Brooks expliquait que, en gros, pour eux, de toute façon, c'était un sitcom. C'est-à-dire que vraiment, en fait, live, dans le sens où, même en fait, quand ils travaillent avec les acteurs, et il disait, en gros, si vous veniez voir les sessions d'enregistrement des acteurs, en fait, vous verriez qu'en fait, on travaille avec eux comme on travaillerait avec n'importe quel acteur, finalement, sur un plateau, en fait, que ce soit sur Friends ou autre chose, peu importe. En fait, le truc, c'est que ils ont vraiment, en fait, cette approche qui est que, pour eux, c'est tous les avantages du live en animation, en fait. C'est-à-dire vraiment, en fait, pousser le truc. Et je pense que c'est ça qui a imposé la série en prime time, entre guillemets. C'est la volonté de faire du prime time tel que ça pouvait se concevoir, mais dans le cadre de l'animation. Et du coup, et je pense que ça fait aussi partie du succès de la série, parce que, encore une fois, l'attachement au personnage est primordial, en fait, dans les Simpsons. Et c'est, à mon avis, la raison pour laquelle, tout bêtement, ça fait 30 ans que ça existe. Et que, quelque part...
Moi, à chaque fois que je suis tombé sur les Simpsons ces dernières années, c'est déchirant, en fait, parce que quelque part, en fait, j'ai l'impression qu'ils essayent de refaire les choses qu'ils ont fait il y a 20 ans ou 30 ans. Mais malgré tout, il y a quand même, en fait, la reconnaissance, en fait, des personnages. C'est-à-dire, tu reconnais Marge, tu reconnais Homer, tu reconnais tout ça. Et du coup, c'est, à mon avis, ce qui fait que ça tient, en fait, depuis toutes ces années, quelque part, quoi. Alors ces personnages, justement, on va pouvoir en parler en détail dans le prochain épisode. Ce premier épisode de cette nouvelle collection touche à sa fin. La semaine prochaine, donc Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie seront au rendez-vous. Et puis on s'attardera aussi sur les nombreux personnages secondaires qui peuplent Springfield et donnent du relief à la série. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection. Merci Clémence. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux Simpsons. D'ici là, portez-vous bien.